connectés. Et mon intervention est autour des technologies de cette ville intelligente, un peu sur ces évolutions, les règles de ces technologies. Mon parcours, c'est un parcours de l'Internet. J'ai 25 ans d'expérience autour chez des constructeurs américains. Et j'ai vu évoluer ces technologies qui, à l'origine, étaient des technologies faites pour les équipes informatiques, vers finalement des technologies qui sont aujourd'hui utilisées par tous et qui, notamment, commencent aujourd'hui à s'appliquer au domaine de la ville. Alors, la ville intelligente, globalement, l'objectif de cette ville intelligente, c'est la résilience. Et les technologies d'information vont justement concourir à amener la résilience dans la ville suivant deux axes. Il y a deux axes où les technologies d'information vont pouvoir aider vers la ville connectée. C'est d'un côté un axe sur la performance de la ville, comment améliorer le transport, la gestion de l'énergie, la gestion de l'eau, la gestion des déchets, mieux gérer la sûreté de la ville. Et puis la deuxième dimension de transformation que ces technologies d'information vont pouvoir amener, c'est autour des services aux citoyens. Donc amener de l'éducation, la partie gestion, liaison avec la collectivité, avec l'administration, c'est la santé ou bien les loisirs. Et sur ces différents éléments, eh bien, on voit arriver un certain nombre de nouveaux usages. Certains permettent d'améliorer un petit peu la situation, et puis d'autres transforment complètement la ville et changent complètement la façon dont on travaille. Et de façon plus large, eh bien, ces transformations de la ville connectée rentrent dans ce qu'on appelle la troisième révolution. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec Jeremy Rifkin, qui est un prospectiviste, qui dit que les révolutions demandent trois éléments concurrents. Un élément autour d'une nouvelle forme d'énergie, un élément autour d'un nouveau mode de transport et puis un élément autour de nouvelles technologies de communication. Alors si on regarde l'histoire passée, on est parti du Moyen-Âge et des sociétés pré-industrielles où l'énergie c'était le bois, le vent, le moyen de transport c'était autour de l'attraction animale et puis le papier et l'écriture. Et puis au XIXe siècle, on a commencé avec le charbon, il y a eu l'ère du charbon, le siècle du charbon, avec le train comme moyen de transport plus rapide et puis tous les systèmes d'impression rapide et industrielle. Au XXe siècle, c'est l'ère du pétrole ou le siècle du pétrole et on est en train de terminer ce siècle-là avec l'électricité comme vecteur de transport, et puis la voiture, l'avion comme nouveau moyen de transport, et la radio, la télé, le téléphone comme moyen de communication. Et puis dans le XXIe siècle, on rentre sur une nouvelle période où là, l'énergie, c'est des énergies renouvelables, c'est le soleil globalement, et toutes ces déclinaisons, le vent, la marée, le transport, c'est l'impression 3D. Alors ça paraît étonnant, mais l'impression 3D, ça permet de transporter des biens beaucoup plus rapidement que l'avion. Et ça permet de changer un certain nombre de modèles, par exemple dans la gestion des pièces détachées, et puis l'Internet comme moyen de communication. Et donc, mon intervention est bien sûr plus sur l'Internet. Alors quand on parle de révolution, on parle de disruption. Un cabinet d'analyse qui s'appelle IDC dit 30% des leaders des marchés vont être complètement chamboulés dans toutes les industries. Et c'est maintenant. Voilà. Donc les nouvelles technologies sont en train d'amener une vraie disruption. Donc ce n'est pas uniquement quelques changements de part de marché, c'est des nouveaux entrants. Alors il y en a quelques-uns qui sont bien connus dans le monde de la nouvelle économie. Hein. C'est des Amazon, Airbnb, Starbucks, voilà quelques exemples. Je disais récemment que Airbnb a une capitalisation boursière qui est l'équivalente quasiment de celle de Hilton, du groupe Hilton. Et alors que Airbnb n'a aucun hôtel en propre. Donc des nouveaux modèles. C'est des modèles ici internationaux, mondiaux, c'est la mondialisation amenée par ces technologies. Puis à côté de ça, eh bien, il y a aussi des nouveaux modèles locaux qui sont en train d'apparaître, plus au niveau de l'échelle de la ville. Je ne sais pas si vous êtes familier avec la ruche qui dit oui, pour faire des circuits courts entre des producteurs agricoles et puis des clients. C'est l'artisanat qui peut commencer à avoir une gestion en ligne de la relation cliente et puis s'organiser pour ça. C'est les Fab Labs qui permettent de changer un petit peu en proximité la façon dont on gère
gère ces fabrications. Donc on voit apparaître aussi des nouveaux acteurs locaux qui ne pouvaient pas apparaître précédemment. Et c'est quand même assez intéressant de voir ça. Alors comment la disruption arrive entre une idée qui naît dans un cerveau et puis des systèmes? Bien, on voit qu'à chaque fois, c'est une transformation du numérique qui est à l'origine de ces innovations, où on passe d'un monde physique vers un monde qui va mélanger du physique et du virtuel pour créer une valeur nouvelle. Mais toutes ces innovations reposent en fait sur 3 lois principales. Alors il y a une loi que vous avez probablement que vous connaissez probablement, qui s'appelle la loi de Moore. C'est plus une conjecture qu'une loi. La loi de Moore, ça vient de M. Gordon Moore, qui était PDG d'Intel, qui s'est aperçu que la densité des transistors sur les processeurs doublait tous les 2 ans. Et ça fait depuis les années 60 que c'est vérifié. Alors les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, mais les projections montrent que d'ici 2017-2020, ça devrait à peu près continuer. Après, on ne sait pas bien, parce qu'il y a des interactions corpuscules ondes qui commencent à arriver quand on est sur des gravures de moins de 9 nanomètres. Mais on sait qu'après, il y a des systèmes quantiques qui devraient peut-être prendre la suite. Donc cette loi de Moore amène des changements au niveau technique, déjà. Ça veut dire que tous les 2 ans, la nouvelle génération de systèmes est 2 fois plus puissante que la précédente, ou consomme 2 fois moins d'énergie à puissance de calcul égale. Donc là, on ne pouvait pas mettre un système parce que ça consommait trop d'énergie. On peut peut-être commencer à l'envisager. Ça veut dire, donc d'un point de vue technique, on peut faire des choses qu'on ne savait pas faire. Le deuxième élément, c'est d'un point de vue innovation. Un constructeur de systèmes électroniques qui ne remet pas à jour ses gammes tous les 2 ans, eh bien, loupe une génération et a des systèmes rapidement qui sont obsolètes. L'obsolescence technique est un vrai souci dans tous les acteurs des systèmes d'information. Et ça amène un flux d'innovation qui est continu, qu'on n'a jamais vu dans aucun autre secteur. Donc la loi de Moore, c'est la première horloge qui va rythmer le temps des technologies. La deuxième horloge, ou la deuxième loi, c'est pas une horloge qui rythme la loi des technologies, c'est la loi de Metcalfe. Alors je ne sais pas si vous avez entendu parler de Metcalfe. Pas très connu nécessairement. C'est M. Bob Metcalfe, c'est l'inventeur de Ethernet, la technologie réseau qu'on trouve à peu près partout, dans tous les réseaux d'entreprises. Et donc Bob Metcalfe a dit la valeur d'un réseau est proportionnelle au carré du nombre de systèmes connectés. Alors c'est très bien à donner lors d'une conversation le soir, un dîner. Mais la loi, elle se comprend facilement. Quand on n'a que 2 personnes sur un réseau, on peut faire une communication. Quand on en a 5, eh bien, on peut s'appeler chacun et ça fait 4 fois 5 divisé par 2 comme communication possible. Et donc, le nombre de communications possibles entre systèmes est dépendant du carré du nombre de systèmes connectés sur le réseau. Ça explique pourquoi Internet prend l'allant sur tout n'importe quel réseau. Parce que quand l'Internet passe de 1 million d'utilisateurs à 2 millions d'utilisateurs, eh bien, ce doublement, ça quadruple sa valeur possible. La capacité d'interaction et de création de valeur associée. Donc cette loi de Metcalfe explique ce rouleau compresseur qui est Internet et pourquoi aujourd'hui, quand on parle de connecter des objets sur un réseau, on parle de l'Internet des objets. Parce qu'on veut justement tirer parti de cette loi de Metcalfe. La dernière partie, la troisième loi, c'est la longue traîne. C'est une loi qui a changé complètement les modèles économiques. Moi, quand j'étais dans mon école d'ingénieur, dans les cours d'économie, on nous apprenait la règle des 80-20. On nous disait, concentrez-vous sur 20% de vos meilleurs clients et vous réalisez 80% de votre chiffre d'affaires. C'était à peu près ça, la répartition. Et puis les modèles sur Internet ont changé la donne, puisque maintenant il y a le modèle à longue traîne. Amazon, typiquement, vend plein de bouquins sur leur catalogue. Et Amazon fait beaucoup plus de revenus sur des livres qui sont vendus très peu individuellement, mais comme ils ont une base clientèle énorme, que sur les best-sellers. Et la longue traîne, c'est justement le fait qu'avec l'Internet, on est potentiellement susceptible de pouvoir atteindre des marchés tellement improbables autrement qu'ils peuvent être rentables. Regardez Le Bon Coin en France. Avec Le Bon Coin, on peut vendre des objets à 1 euro
et vous allez gagner de l'argent. On ne pouvait pas faire ça avant. Avant, vendre un objet à 1 euro, en passant une petite annonce, c'était juste impossible. Donc, la longue traîne, c'est vraiment changer la règle du jeu en termes de modèle économique. Et ça explique aussi pourquoi le cloud, aujourd'hui, d'un point de vue technique, est en train d'un petit peu changer la donne. Alors, Internet, avec ces 3 lois, a évolué au fur et à mesure des années. Et vous avez peut-être entendu parler de l'Internet des objets, ça fait partie des mots qui reviennent régulièrement. Alors pourquoi on parle d'Internet des objets? Parce qu'aujourd'hui sur Internet, il y a plus de systèmes connectés que d'humains. On a dépassé en fait le nombre on a dépassé les 7 milliards de systèmes connectés vers 2010 environ. Et l'on voit dans les prédictions un doublement, probablement ici dans les 5 ans, des systèmes connectés. Donc doublement, on multiplie par 4 la valeur de l'Internet. Et puis en même temps qu'on connecte des systèmes sur Internet, on voit le nombre de données qui explose totalement. Alors les chiffres sont totalement faramineux, je vous laisse lire, mais c'est juste incroyable. Alors, on dit que 90% de toutes les données du monde ont été produites les 2 dernières années. On voit une accélération de la production de données. Ça veut dire derrière qu'il faut des systèmes qui soient capables d'une part de se connecter au réseau, mais donc doubler la capacité d'accueil d'un réseau, c'est pas nécessairement très facile. Et puis il va falloir aussi tirer parti de ces données si on veut en tirer quelques valeurs. Et donc on voit des nouveaux métiers qui commencent à s'organiser autour de ça. Le big data, l'analytics, voilà. Typiquement, ce genre de métier qui s'organise pour tirer avantage de ça. Et tout ça dans un cadre où on va transformer les activités. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec ce que Google appelle les moonshots. Chez Google, les patrons de Google, Sergey Brin et Larry Page, ont fait fortune globalement. C'est des gens qui sont dans leur quarantaine. Ils sont multimilliardaires. Et puis, au lieu de se retirer sur une plage des Bahamas, ils disent avec notre argent, on va se faire plaisir, on va changer le monde. Et donc, ils ont donné à leurs employés la mission de travailler sur des projets qui vont transformer les choses. Donc, ils appellent ça des moonshots. Et l'idée, c'est pas de faire 10 ou 20% d'incrément en mieux par rapport à quelque chose, c'est faire x10. Donc, c'est pas 10%, c'est x10. Voilà, c'est l'idée. La transformation, c'est vraiment ça. Une transformation, c'est complètement changer la règle du jeu sur un marché, quelque chose. Voilà. Et quand on fait une transformation digitale, numérique, eh bien, on s'aperçoit qu'il faut 3 règles pour que ça fonctionne. Et la première règle, on pourrait penser, ou le premier ingrédient, il faut un outil. Il faut non. Le premier ingrédient pour réussir une transformation numérique, c'est la gouvernance. C'est d'abord avoir des gens qui ont envie et qui ont une vision et qui sont prêts à risquer et de travailler sur le long terme et mettre en place une organisation nécessaire. Et ça, c'est vraiment le premier point. Si on ne passe pas par là, c'est plus compliqué. Le deuxième, c'est mettre en place des process. Mettre en place des process qui vont justement permettre de faire cette transition entre une activité classique et puis une activité de nouvelle génération. Et puis, enfin, il y a les nouveaux outils. Il faut le faire dans cet ordre-là. Alors, on fait dans cet ordre-là parce que quand je travaillais chez Cisco, j'ai travaillé pendant 15 ans chez Cisco, on accompagnait beaucoup de clients dans leur transformation. Et il y avait des clients qui voyaient comment Cisco fonctionnait et puis ils disaient c'est simple, vous avez mis en ligne votre catalogue pour faire du e-commerce, on va faire pareil. Alors ils mettaient en ligne leur catalogue, seulement leur process était encore papier et ça faisait des commandes qui n'étaient pas bien traitées, des clients mécontents parce qu'ils avaient traité la partie commande plus vite que la partie logistique. Ils avaient fait plus vite un process alors que tout n'avait pas été pensé correctement. Et donc on a fait plein d'études et on a montré que si on était gouvernance, process, outils, eh bien, on avait un impact sur l'activité de 3 à 7 fois plus important que quand on mettait uniquement l'application. Et c'était vérifié chez des tas de clients, des tas de secteurs. Donc cette transformation, il faut avoir ça en tête, c'est d'abord l'humain. C'est d'abord l'humain. Et donc, quand on parle de la ville, on a des temps de la ville qui n'ont rien à voir avec les temps de la technologie. Je vous disais tout à l'heure, loi de Moore, l'horloge chez les gens de la techno, c'est tous les 2 ans. Apple sort son iPhone, dans 2 ans, on est sur le 6, là, il y a une nouvelle génération qui doit arriver. Dans 2 ans, il sera remplacé. S'ils ne le font pas, c'est Samsung qui va sortir la machine qui sera plus puissante et ils seront en dehors du marché. Parce que, alors, c'est pas nécessairement parce qu'il faut vendre renouveler, parce que dans 2 ans, il y aura peut-être une nouvelle technologie réseau associée. On parle du LoRa. Alors, LoRa, c'est plus sur des objets, mais il y a des nouvelles technologies réseau qu'il faudra intégrer. Et la génération actuelle n'a pas le chip qui va bien. Voilà.
Donc cette transformation digitale, ça demande de l'humain et de l'accompagnement autour de l'humain, et la ville a du mal sur ces éléments-là. Parce que d'une part, la ville travaille très en silo, et d'autre part, parce que le temps de la ville, ce n'est pas le temps de la technologie. Construire un métro, c'est 10 à 15 ans. Un tram, c'est 8-10 ans. Un bâtiment, c'est au moins 5 ans. Entre le moment où on a l'idée de mettre un bâtiment et le moment où il va être inauguré. Donc on a un souci de génération. Alors, dans les côtés technologiques, on a vu différentes transformations arriver. Quand Internet est arrivé, d'abord, au début, c'était l'email, dans les années 90. Et puis après, on a commencé à faire du e-commerce. C'était entre 1995 et 2005. Et puis après, on a commencé à faire toute la partie collaboration, communication, les réseaux sociaux, même dans l'entreprise. Et là, la nouvelle vague qui est en train d'arriver, c'est autour de ces objets qu'on connecte. C'est être capable d'avoir une visibilité en temps réel de ce qui se passe autour de nous. Visibilité en temps réel, j'en parlais tout à l'heure. Pour la ville, pour la performance de la ville, gérer l'énergie en temps réel. C'est le smart grid. Gérer les réseaux d'eau. Mais c'est aussi gérer les transports. Waze, c'est une plateforme collaborative en temps réel. Vous voyez, alors c'est pas pour des objets, puisque c'est pour des humains qui conduisent. Mais on voit arriver ces nouvelles applications et ces nouvelles transformations. Et les technologies de l'information sont en train elles-mêmes de vivre un cycle de transformation incroyable. Quand on construisait un système d'information il y a quelques années, on avait d'un côté les terminaux et puis de l'autre côté le data center, le centre informatique qui avait les serveurs. Et puis, les grands acteurs comme Amazon, par exemple, ont dû, pour leurs propres besoins, déployer des centaines de milliers de serveurs. Et ils se sont aperçus que leurs serveurs ne fonctionnaient pas beaucoup. Il y avait des points de trafic avant Noël, il y avait des points de trafic à certaines périodes, et puis le reste du temps, ils n'avaient pas grand-chose. Puis ils se sont dit, mais et si on louait cette capacité de calcul à nos clients? Et c'est comme ça qu'ils ont un peu inventé le cloud. Aujourd'hui, Amazon, c'est 25% du cloud, c'est plus d'1 million de serveurs dans le monde. Google, ça va être pour être 2 millions de serveurs peut-être. Les chiffres ne sont pas vraiment publics, donc c'est plutôt des estimations. Apple, ça dépasse le million de serveurs aussi. Microsoft également. Et donc, on a sur le réseau la possibilité de louer du calcul à une fraction du prix de ce que ça coûterait si on avait besoin d'avoir ce même calcul sur nos propres serveurs. Donc il y a un modèle économique qui est amené par le cloud qui change la règle du jeu. Je lisais une interview du directeur technique d'Amazon, c'est une interview d'il y a quelques années, où il disait qu'aujourd'hui, il vendait l'heure de calcul d'Amazon à 1000 fois plus cher que leur coût de revient. Voilà. Parce que et ils faisaient de la marge. Et le coût de location d'une machine Amazon, ça coûte vraiment pas grand-chose. Donc il y a une transformation totale sur le modèle économique. Et ce modèle économique, c'est le modèle du as a service. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, pour l'informatique, je déploie une application et j'ai plus besoin d'acheter un serveur, du stockage et le réseau qui va avec. Je vais louer un service ou je vais louer l'application directement. Et je vais payer que ce que je consomme. Et ça commence aussi à se diffuser pour la ville. Alors ça se diffuse pour la ville parce qu'il y a des opérateurs qui disent aux villes, écoutez, achetez peut-être les capteurs, et puis toute la partie stockage données, ça sera dans le cloud, et vous paierez un service. Voilà. Donc on voit ce modèle avec donc un niveau d'investissement pour une ville qui n'a rien à voir avec ce que pouvait faire précédemment. Et puis dans les architectures, on a la périphérie, où on met les ordinateurs, et puis après, le monde des mobiles. Et on voit tous ces systèmes qui sont interconnectés, qui travaillent ensemble, avec comme grande disruption, justement, maintenant ce modèle dual, quand on construit un système d'information entre ce qui appartient à l'entreprise et ce qui va être loué en ressources as a service. Et Gartner, qui est un cabinet d'analyse, dit, voilà, on a un modèle où on a d'un côté le marathonien et de l'autre côté on a le sprinter. Le marathonien, c'est pour une banque, c'est les transactions. Les transactions bancaires, on ne va pas les mettre dans le cloud. C'est trop important. Voilà. Par contre, peut-être que la partie CRM, Customer Relationship, on va faire ça chez Salesforce, ça va être dans le cloud. Certaines applications qu'on développe sur l'accueil client, c'est peut-être moins important, on va l'acheter dans le cloud et on pourra s'adapter au rythme des clients, et donc on va essayer de combiner les deux mondes. Et on voit deux mondes qui s'opposent et qui se complètent à la fois, qui apparaissent. Alors les Américains ont aussi une autre vision, c'est le bétail pour ce monde du cloud, parce qu'on a des tas de machines, et puis si on a une qui meurt, c'est pas grave, on en redémarre une ailleurs, versus
l'animal de compagnie, c'est pet versus cattle. Parce que l'animal de compagnie, on le choix, on n'a pas envie qu'il meure, on fait attention, on le garde à la maison et on veut qu'on le garde longtemps. Voilà. C'est un peu cette nouvelle tendance des systèmes d'information qui sont en train d'être construits. Et aujourd'hui, tout le monde se pose la question, où dois-je aller ? Les villes se posent les questions aussi. Comment construire un système d'information dans ce point-là? Alors, je ne rentre pas dans les détails, mais globalement, ça veut dire que derrière, on va avoir des caractéristiques différentes en termes de sûreté, en termes de niveau de service, en termes de confidentialité, en termes de gestion, en termes de déterminisme. Il y a des tas de différences qui font qu'il y a des choix à faire par application et par budget. Et puis à côté de ça, il y a ces fameux objets qu'on connecte. Alors tout à l'heure, je vous parlais de la loi de Moore. La fameuse loi de Moore tous les 2 ans. Alors la loi de Moore, je vous disais tout à l'heure que ça a 2 conséquences. Il y en a une, c'est soit on a une machine qui est 2 fois plus puissante que la précédente, soit on a une machine qui fonctionne pareil en termes de puissance, mais qui consomme 2 fois moins d'énergie. Et aujourd'hui, on arrive avec la miniaturisation à faire des micro-ordinateurs qui sont communicants avec des technologies sans fil, qui fonctionnent sans batterie. Donc on peut les déployer. On met soit un tout petit panneau solaire, soit on va mettre un petit système de récupération d'énergie par vibration, soit par effet Peltier chaud-froid. On va mettre un tout petit système de génération d'énergie et on va avoir un objet communicant sans pile, sans batterie. Et donc on peut commencer à envisager à disséminer des systèmes sur lesquels on n'aura pas de maintenance. Et ça change complètement la donne sur l'Internet des objets. Parce que jusqu'à présent, le problème de l'Internet des objets, c'était comment je fais pour changer la pile ou comment je fais pour alimenter le système. Si on doit mettre un fil à chaque fois, ça coûte cher. Si tous les 3 ans, je dois changer la pile, c'est juste infernal. Et on voit donc apparaître des nouvelles générations d'objets qu'on va mettre un peu partout avec des coûts qui ont chuté aussi, parce que c'est des objets qui coûtent quelques centimes. Si on va chez ST Microélectronique, ce genre de puce, ça coûte quelques centimes. Après, sur le produit final, ça sera un peu plus coûteux parce qu'il y aura du logiciel à rajouter, etc. Et donc, on voit ces objets qui sont en train de générer des tas d'informations et qui posent des questions à la fois sur le réseau, comment faire pour que le réseau puisse accueillir ça, mais comment faire aussi pour traiter les données. Et on voit donc le nouveau modèle de IoT, Internet of Things, qui demande à créer un traitement distribué des données. Donc on ne va pas plus seulement traiter les données dans le cloud ou dans le data center, mais si on veut être capable d'accueillir 2 fois plus de systèmes ou 3 fois plus de systèmes que ce qu'on a maintenant, il faut qu'on mette du traitement distribué au plus proche des objets. Pourquoi? Parce que si je traite un carrefour avec des feux rouges et que je veux changer la priorité du feu rouge, il ne faut pas que je remonte à un serveur dans le cloud qui est quelque part en Europe. Il faut que ça aille vite, il faut que je fasse une réponse locale. Donc on voit apparaître des nouveaux modèles d'architecture technique pour le réseau, où on a le data center, on a le cloud, et puis on a le cloud qui fait un traitement assez concentré des données, et puis un traitement plus distribué qu'on appelle le fog, le brouillard. C'est joli comme image, non? Le nuage et le brouillard pour amener des nouvelles architectures pour les objets. Et puis, bien sûr, l'objectif derrière, c'est être capable de traiter ces données. Toutes ces gigas ou ces téras ou ces pétaoctets de données qui circulent. Et donc, l'idée, c'est que la donnée, en elle-même, n'a pas de valeur. Je récupère 12, ça ne me dit pas grand-chose. Maintenant, si on me dit que c'est 12 degrés qui ont été mesurés juste sur le parvis, là, je commence à contextualiser, c'est une information. Donc l'idée, c'est déjà récupérer les données et puis après construire une information. Est-ce que c'est une donnée qui a changé ou qui est stable? Et donc avec le premier niveau d'agrégation, dans mon fog, eh bien, je vais commencer à faire de l'information. Cette information, je vais la ramener ensuite vers le cloud, où elle va commencer à être agrégée avec d'autres informations pour construire de la connaissance. Alors c'est une connaissance qui peut être temps réel, comment fluctue mon trafic de mon système. Et puis derrière, l'idée, c'est de faire de l'analytics, l'analyse de ces informations pour construire des modèles plus prédictifs et aller vers la sagesse ou la prédiction des systèmes plus experts. Donc on voit se dessiner des nouveaux métiers sur la façon dont on gère les données. Alors en conclusion, je voulais partager avec vous un peu ce qui arrive sur le champ des technologies et ce que ça veut dire pour la ville derrière. Parce qu'il y a quand même des points particuliers. La disruption, elle va arriver. Si elle n'est pas déjà là, elle va arriver. Et les villes se battent pour ça, parce qu'une ville qui a du service, c'est une ville qui est attractive. Une ville qui va attirer des gens, qui va attirer des entreprises, qui va créer de la valeur économique. Aujourd'hui, les villes veulent aussi attirer de la valeur économique pour assurer leur pérennité. Donc la disruption va arriver.
La question qu'il faut se poser après, c'est est-ce que vous voulez être disrupté et travailler en réaction, ou est-ce que vous voulez un peu être devant et être parmi les pionniers? Deuxième élément, la transformation numérique, c'est les humains, c'est travailler sur la gouvernance, les organisations, ensuite les process et après les outils. Donc comment faire pour instiller ça à l'échelle de la ville? Eh bien, il faut de l'éducation. Il faut montrer, il faut démontrer, il faut expérimenter. L'acculturation est un point important. On travaille sur de l'humain, c'est long. Et donc, il faut prévoir, quand on veut s'engager sur une transformation, à des démonstrateurs. La bonne nouvelle, c'est que les démonstrateurs coûtent beaucoup moins cher. Quand j'étais étudiant, j'ai des cheveux, j'ai moins de cheveux et ils ont un peu blanchi. J'ai acheté un Apple II parce que j'en avais besoin pour programmer. Mon Apple II, il a dû me coûter 4 500 € avec 128 K de mémoire. J'étais très content de ça. Aujourd'hui, un ordinateur beaucoup plus puissant, ça s'appelle un Raspberry Pi, ça coûte 30 €. Voilà. 15, voilà. Et je veux avoir un serveur web, je mets un serveur web en ligne, ça me coûte rien, c'est zéro. Voilà. Donc ça coûte plus rien globalement de faire du prototypage. Et c'est important pour l'acculturation de prototyper. Troisième élément, c'est le rythme. Les technologies, c'est tous les 2 ans. Donc ça va vite. La ville, c'est beaucoup plus. Donc il faut prévoir, quand on lance un programme dans une ville, eh ben, il faut prévoir ce qui n'existe pas. Et ça, comment faire? C'est des systèmes ouverts, des architectures ouvertes, évolutives, upgradables. Donc il faut prévoir que quand on fait un câblage, le câblage il n'est pas noyé dans 30 mètres de béton et qu'on ne pourra jamais le changer. Il faut des fourreaux sur lesquels on pourra faire évoluer le câblage. Il faut prévoir des systèmes qu'on va pouvoir alimenter, des systèmes actifs et qu'on pourra faire évoluer facilement, accessibles facilement. Si à chaque fois que je remplace un système, il faut que je casse tout le faux plafond, je ne pourrai pas faire évoluer mon infrastructure, je ne pourrai plus la maintenir. Donc il faut penser aussi en termes d'ouverture. Parce qu'on a vu dans le passé des géants au pied d'argile de l'informatique, qui se souvient de Digital Equipment, qui se souvient de Nortel, de Lucent. C'était des noms prestigieux qui ont disparu. Et plus récemment, Nokia sur les téléphones. Nokia, qui pouvait imaginer qu'en si peu de temps, Nokia allait sortir du marché. Et il suffit juste de louper 2 générations. Dans le Land Moore, c'est ça. Une génération, on peut encore s'en sortir quand on s'appelle Nokia et quand on est au sommet de sa gloire. Quand on loupe 2 générations, on sort du marché. Et Nokia a loupé le smartphone et est sorti du marché. Voilà. Donc, l'architecture ouverte, c'est être capable de travailler sur des standards interopérables, ce qui fait que si mon constructeur vient à faire défaut, eh bien, il pourra être remplacé, substitué, et puis ça pourra évoluer vers la suite. Et puis le dernier point, c'est sur la donnée. La donnée, ça a de la valeur. Et on ne s'en aperçoit pas nécessairement, ça a de la valeur dès aujourd'hui. Alors on commence à faire des expérimentations open data dans la ville. Et plus ça va aller, plus la donnée aura de la valeur. Et donc il y a une question à se poser sur l'appartenance des données. Qu'est-ce que je veux faire de ma donnée? En tant que ville, est-ce que je veux garder en main mon destin numérique ou pas? Parce que la donnée, c'est sa mémoire. Si j'ai un opérateur qui gère mes déchets, et que l'opérateur a toutes les métriques sur la volumétrie et sur les ramassages, le jour où je change d'opérateur, je perds ma mémoire. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et cette donnée, peut-être qu'en la croisant, je pourrais après utiliser d'autres lois derrière. Donc, à qui appartient la donnée et comment est-elle sécurisée aussi? Parce qu'il y a une partie sur l'appartenance à la donnée qu'il faut se poser, une question à se poser sur ces éléments-là. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous sur ces technologies, sur le temps de la ville. Vous connaissez, je vous ai donné les 3 règles, vous les connaissez. Maintenant, surfez la vague, mais attention aux requins.